Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire de la Semaine Champion. Nous sommes au dernier jour de cette semaine et nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette dernière session de webinaire. Petit rappel sur le programme Champion. Le programme Champion du pôle systématique existe depuis 2011. À ce jour, une soixantaine d'entreprises ont été labellisées. Et cette année, sur la promotion 2022, nous avons une promotion qui est placée sous le signe de l'adaptabilité et du pragmatisme. Adaptabilité parce que les circonstances de l'année 2022 ont été, comme vous le savez tous, particulières. Et donc, des entreprises qui ont été résilientes et qui ont su, de leur histoire aussi, s'adapter. Et puis, pragmatisme, parce que ces entreprises, elles sont sur la deep tech, elles ont, pour un grand nombre de nos champions, un historique de temps long sur la création de leurs valeurs technologiques. Et aujourd'hui, elles changent, j'allais dire quelquefois, de braquet, elles prennent plus de visibilité pour apporter de l'innovation soit chez leurs clients, soit sur leur marché. Voilà. Un dernier point, cette année, on a des champions qui sont aussi qui ont une approche très hybride, à la fois hard et soft. Et ça, c'est un point particulier de notre écosystème, des différents hubs que nous animons au sein du pôle. Donc voilà, tout ça, c'était important de vous le dire. Le jury qui a désigné ces champions, il est composé à la fois d'anciens champions, il est composé d'experts de l'innovation, d'entreprises qui sont des entreprises financières ou des entreprises de venture capital. Et puis, il est présidé par Fadwa Subé, que nous saluons, qui est notre vice-présidente, la vice-présidente du pôle, et qui a organisé en particulier la séance de coaching et les séances de présentation des entreprises. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous recevons Median System. Median System, c'est une entreprise qui a été désignée champion et le jury a particulièrement apprécié 4 points. Le premier, c'est que Median System, il a déjà un historique important. Depuis 30 ans, c'est des équipes qui sont au cœur de la R&D chez leurs clients, pour travailler sur des projets d'innovation, pour travailler sur des qualifications à la certification et pour agglomérer des équipes sur toute une série de sujets technologiques que vous allez découvrir juste après. Ça, c'est un point très important. Il y a des dynamiques quelquefois start-up, mais pour le coup, Median System, c'est des vrais faiseurs chez des grands comptes avec des référencements de haut niveau et ça, c'est important de le souligner. Le deuxième point, c'est que c'est une entreprise qui est solide, qui est établie et donc qui est au plus près des grands sujets, des grands groupes. Ça, encore une fois, c'est très important. Cependant, c'est aussi une entreprise qui est très présente dans l'écosystème, en particulier celui de Systématique, mais aussi auprès de startups, auprès de solutions et de dynamiques émergentes et qui n'hésite pas, le moment venu, à embarquer des entreprises dans ces grands projets auprès de ses grands clients. Ça, c'est une vraie interaction et c'est une vraie dynamique de l'entreprise. Technologiquement, vous allez découvrir un des sujets de l'entreprise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une entreprise qui a une capacité à traiter de la deep tech, à la fois de l'électronique jusqu'au cloud, avec un champ d'application qui est très large et donc qui permet d'interagir sur différentes technos. Ça, c'est un point aussi important. Et enfin, si on fait de la deep tech, si on est innovant chez les grands groupes et qu'on est dans l'écosystème depuis 30 ans, c'est que forcément, on a une dynamique d'équipe et de compétences, encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, où les compétences peuvent être un peu volatiles, les compétences cherchent à être embarquées sur des projets qui les font rêver. Et donc là, pour le coup, on a une dynamique chez Median System qui a été démontrée et qui a retenu toute l'attention du jury. Donc voilà un peu les points clés qui font que le jury a particulièrement apprécié le Median System et a choisi de lui donner son label champion pour cette année.
Voilà, peut-être que je vais vous parler, en fait, voilà, la semaine champion se termine. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir tous nos champions en replay, de tous nos webinaires en replay, donc ils sont disponibles sur notre site. N'hésitez pas à les consulter. Voilà, et bien à présent, je vais laisser la main à l'équipe de Median System qui va vous présenter son entreprise, ses technologies, et je reviendrai pour échanger avec vous et avec l'équipe sur la séance de questions. Vous pouvez dès à présent poser des questions. N'hésitez pas sur l'onglet questions qui est juste à côté de celui de chat. Donc, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas et on aura une séance de réponse à la fin de la présentation. Voilà. Eh bien, je vous laisse la main à toute l'équipe Median System et je vous dis à tous un bon webinaire. À bientôt. Merci Christian. Merci Christian. Bonjour à tous, donc moi je me nomme Baptiste Pierrat et je travaille chez Median System depuis maintenant plus de 20 ans. Je suis chef de projet, expert technique et également formateur sur les systèmes embarqués, les systèmes temps réel, Linux embarqué, Linux temps réel embarqué, et puis également sur toute la partie cybersécurité des produits industriels. Et ce qui m'amène aujourd'hui à être votre intervenant pour cette fameuse mise en place d'une distribution Linux embarquée sécurisée, c'est-à-dire comment Median System a développé un certain nombre de briques pour travailler sur cette partie de Linux embarquée. Donc, le petit sommaire rapide, on va vous présenter Median System en quelques mots. Ensuite, on va vous expliquer un peu notre approche par briques fonctionnelles, pourquoi on en est arrivé à cette approche-là. Et puis ensuite, plus concrètement, on va regarder comment, sur quelques points particuliers, on a pu, quelles solutions techniques on a pu apporter et comment on les a mis en œuvre et comment on a pu les tester. Et je passe la main à Guillaume qui va vous présenter Median System. Ouais, merci Baptiste. Voilà, donc pour ma part, Guillaume Hubert, donc moi je suis responsable de l'agence Benelux de Median System et donc à Bruxelles. Et je vais vous dire quelques mots voilà, sur Median System avant que Baptiste enchaîne sur la partie technique. Alors, il faut savoir que Median System, comme on l'a dit, il l'a dit Christian très justement, donc c'est une société qui a plusieurs années d'expérience, plus de 30 ans sur la partie système embarqué. Et donc, on a pu donc s'étendre un peu géographiquement pour pouvoir soutenir nos clients au plus près de leurs besoins. On est présent sur différentes régions en France, donc la partie Île-de-France, Grand Ouest à Nantes, le Sud-Ouest avec Toulouse, ou encore le Rhône-Alpes du côté de Grenoble et Lyon. Et sur le plan international, donc on est basé au Benelux, donc du côté de Bruxelles, et pour la partie Italie, à Milan. Voilà. Donc Median, c'est plus de 250 justement collaborateurs dédiés à l'ingénierie des systèmes embarqués donc, sur différents secteurs d'activité, comme on peut le voir, donc de l'automotive, la partie automobile à la partie défense, télécom et bien d'autres encore. Et aussi, de notre côté, on fait beaucoup de R&D justement in-house, donc c'est-à-dire au sein de notre département d'ingénierie qui est scindé géographiquement à Paris et Lyon. Donc, c'est plus de 70 personnes justement, dont Baptiste fait partie, qui travaillent sur différentes technologies et différents sujets tout au long de l'année. Comme on le disait avant, l'offre technique est très large et on a su l'étoffer justement depuis ces 30 dernières années. Pour résumer, de manière générale, nous fonctionnons donc sur les sujets du capteur jusqu'au cloud computing, donc la partie système embarqué très bas niveau qu'on va voir juste après sur la partie Linux, à des sujets plus haut niveau comme du logiciel métier, des applications web ou mobiles, donc iOS, Android. Et une des particularités de la présentation qui va suivre après, c'est on a la capacité d'ajouter des sujets supplémentaires comme de la partie sécurité de fonctionnement, mais aussi une couche de sécurité afin de garantir justement le bon fonctionnement de vos systèmes. Voilà. Et donc, ça va justement être le sujet juste après. Et donc, Baptiste, je vais te laisser commencer sur la partie sécurisation du Linux embarqué. Merci Guillaume. Alors déjà la première question, bon j'imagine que si vous êtes là c'est que ça vous intéresse, mais pourquoi Linux? Pourquoi embarquer Linux dans des produits? Alors là j'ai parlé d'un firmware Linux embarqué, une distinction entre firmware et distribution
Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais là, on va parler de, voilà, donc vraiment, pourquoi est-ce qu'on a intérêt, pourquoi aujourd'hui on trouve de plus en plus de Linux embarqué dans des produits. D'abord pour ses fonctionnalités, pour le nombre incroyable de logiciels qui sont mis à disposition, que ce soit sur des systèmes de fichiers, des accès réseau, des accès sur des bus de terrain, le sans fil, la partie vidéo, accélération graphique pour pouvoir afficher des interfaces de plus en plus sophistiquées. Mais également, c'est un peu une problématique d'aujourd'hui, c'est de trouver des développeurs. Et donc, les développeurs Linux, il y en a quand même assez, on en trouve assez facilement. Linux, c'est aussi une abstraction du matériel. Une fois que ce qu'on appelle le BSP, le support du matériel, a été fait, on va pouvoir développer sur un Linux embarqué quasiment comme on développerait sur un PC. Donc, ça permet de travailler en parallèle avant même que le hardware soit prêt pour un produit. Évidemment, dans un contexte d'entreprise, le fait que beaucoup de ces logiciels soient open source et qu'il n'y ait pas de coût de licence de déploiement, c'est quand même quelque chose d'assez important, même si ce n'est pas forcément le point le plus primordial. L'autre chose qui fait grandir la part de Linux, c'est le fait que les processeurs soient 32 bits et 64 bits soient abordables, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, qui n'existait peu, ou alors à des prix assez élevés. Aujourd'hui, il y a pléthore. Bon, il y a en ce moment une petite pénurie de composants, mais ça c'est temporaire, on va dire. Bon, après la solution, parce qu'on peut, ça c'est plutôt voilà, quand on s'adresse à des ingénieurs Linux, ils essaient de mettre Linux partout. Ça c'est plutôt la partie amusante des choses. Mais enfin, quand même, il faut retenir, l'idée c'est de réduire les coûts des produits finaux et de réduire le temps de développement, le time to market, grâce à l'intégration d'un nombre incalculable de briques toutes faites. Alors ça, c'est l'aspect positif, c'est ce qui nous pousse à intégrer Linux dans nos produits. Simplement, Linux, c'est un logiciel, enfin c'est un ensemble, on va dire. Je parle de Linux, mais en réalité, on parle de l'écosystème Linux, avec un nombre de logiciels incroyable, de fonctionnalités incroyables, et donc possiblement de failles et de trous de sécurité, voilà, ce qui nous amène en fait à essayer de durcir nos produits. Alors aujourd'hui, quand on veut développer une solution de Linux ou de distribution pour de l'embarqué, on va s'appuyer sur des boîtes à outils. Donc les boîtes à outils les plus connues, il y en a plein d'autres, mais les plus connues sont quand même Buildroot et Yocto Project. Donc il y a aussi Time6, OpenWRT, le projet Debian embarqué, etc. Mais il y en a plein d'autres. Mais les deux gros, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire? En fait, le gros avantage, c'est qu'ils supportent un nombre incalculable d'architectures et de cibles matérielles, soit des cartes toutes faites et ensuite facilement transposables à des cartes qu'on va développer spécifiquement pour nos clients. Évidemment, de nombreux logiciels, et j'insiste pour le moment sur le terme logiciel, ce sont des logiciels qu'on peut inclure dans notre image, dans notre Linux embarqué. Tous les deux sont des projets très très actifs, et donc qui sont avec beaucoup de gens qui font des contributions en permanence pour des ajouts techniques, des ajouts de fonctionnalités, mais également pour la cyber. Il y a un gros travail qui est fait par ces deux outils pour mettre à jour en permanence les logiciels, soit des montées de version, soit des patchs de sécurité, des veilles de sécurité. Donc ça, sur ces points-là, ce sont des projets qui sont tout à fait louables. Évidemment, quand on veut utiliser ces outils pour nos produits, il y a toute une phase de personnalisation qui doit être réalisée. Les limites de ces outils, et c'est pour ça que nous présente cette présentation aujourd'hui, c'est les logiciels qu'on va pouvoir venir piocher sont installés avec une configuration relativement standard, sans trop d'interaction entre eux. Je vais revenir sur ce point d'interaction. Globalement, ils ne fournissent pas de durcissement du système. On va retrouver un produit avec tous les logiciels installés, mais ce sera à vous de personnaliser à chaque fois que vous développez un produit, de repersonnaliser les configurations et le travail à faire entre les logiciels. Donc ce travail de personnalisation, il est important, il est lourd,
Et comme nous développons pas mal de solutions avec Linux, à chaque fois, on se retrouve à devoir recréer des configurations. Alors, ces configurations, ces spécifications, ces mises en travail, en collaboration d'essais logiciels, c'est pas toujours la même chose. On n'applique pas toujours la même solution. C'est un réflexe naturel des ingénieurs. On parle de cybersécurité. Ah, j'ai des solutions techniques. J'ai un firewall, j'ai une diode réseau, toujours des solutions techniques. Petit rappel quand même sur la cybersécurité. Avant de parler de solutions techniques, on commence par d'abord identifier nos actifs. Qu'est-ce qu'on veut protéger? On ne va pas protéger de la même façon une cafetière électrique et un distributeur de billets. Ça paraît évident, mais c'est la première chose à faire. Ensuite, on va essayer d'éclaircir, est-ce qu'on a un cadre réglementaire, un cadre normatif? Aujourd'hui, on est quand même très, très entouré de ce genre de choses. Il y a le journal MISC du mois de janvier-février de cette année, là, qui est dans les kiosques en ce moment, a fait un petit panorama de toutes les normes qui s'appliquent à des produits tant en France qu'aux États-Unis ou dans le reste du monde, en Europe. Donc, il y a l'ANSSI pour la France, mais il y a le NIS, toutes les RGPD, les CyberAct, etc., etc. On est entouré de normes et qu'il faut essayer de dompter pour définir un peu le cadre de notre produit. Évidemment, les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est le système qui est autour du produit que je suis en train de développer, mais c'est également à plus grande échelle les attaquants, mais aussi les utilisateurs. Quelle est la maturité des utilisateurs de mon produit? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter comme contrainte, quand il y en a? Souvent, on finit par des contraintes utilisateurs. Donc voilà, il faut essayer d'avoir une vision globale et pas uniquement se focaliser sur son propre produit. Avec toutes ces informations, on va pouvoir faire une analyse des risques. Donc ça, il y a plein de méthodes. En France, l'ANSSI pousse un peu sur l'IBIOS-RM, mais enfin, il y a plein d'autres méthodes. L'idée, quand même, de cette analyse des risques, c'est d'avoir une vision globale pour nous permettre de définir une architecture. Alors, une architecture du produit que nous sommes en train de développer, mais également de son écosystème, puisque, on le sait, le produit, en tout cas pour la partie cybersécurité, un produit ne peut pas se débrouiller tout seul dans son coin. Les interactions avec l'écosystème sont primordiales, en particulier pour les points d'entrée qu'un pirate pourrait éventuellement utiliser. Donc tout ça, toutes ces variables font qu'il est très difficile d'anticiper avec des solutions sur étagère, toutes faites. Et c'est probablement d'ailleurs pour ça que les outils type Buildroot et Yocto amènent des logiciels, mettent à disposition des logiciels telle ou telle solution, mais ne proposent pas de vision plus globale. Alors, c'est aussi le cas pour Median System quand nous développons pour nos clients, mais ceci dit, c'est quand même là-dessus que aujourd'hui je vais vous parler, c'est des briques techniques que nous avons développées pour essayer de regrouper non pas d'apporter non pas de changer d'approche en fait. Au lieu d'avoir une approche par logiciel proposée par Buildroot et Yocto, mais c'est d'avoir une approche par fonctionnalité, par briques fonctionnelles. Pour nous aider à avancer sur nos développements. Donc cette approche par briques fonctionnelles, d'abord, donc pourquoi on fait cette approche-là? Parce que les analyses de risque finissent quasi systématiquement par la mise en place d'un ensemble de composants. On voit bien que ce n'est pas un point technique qui va pouvoir corriger une faille potentielle. C'est une construction de plusieurs systèmes. Donc si c'est vrai au niveau système, c'est également vrai au niveau logiciel. Je trouve qu'une bonne façon d'aborder ce sujet, c'est d'aller regarder un document qui a été produit par l'ANSSI, qui est un guide de recommandation de configuration d'un système GNU Linux. Alors l'ANSSI, j'imagine que beaucoup de gens connaissent, mais c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information qui s'occupe de la sécurité, on va dire, de l'État en général, mais également des opérateurs d'importance vitale, des entreprises privées ou pas, mais qui interviennent pour l'État, et qui s'occupe d'une façon générale de missions de conseil et de soutien pour la cybersécurité en France. Et donc, ils ont produit ce fameux guide
plutôt destiné, quand on relit le guide, plutôt destiné à des serveurs, plutôt destiné à des postes de travail, pas trop du Linux embarqué, mais ceci dit, moyennant quelques adaptations, on va pouvoir s'en servir comme base de réflexion du durcissement d'un système Linux. Alors, j'ai pris celui-là, il y a plein d'autres bases. J'ai pris celui-là parce qu'il a une approche didactique, je trouve, qui est assez intéressante. La première chose, c'est qu'il nous aide à choisir un niveau de durcissement, principalement en fonction de ce qu'on veut défendre et puis des accès qu'il pourrait y avoir à notre produit. La quantité d'accès, est-ce que c'est connecté, non connecté, est-ce qu'il faut s'authentifier, est-ce que les flux sont connus, inconnus, filtrés auparavant. Voilà, ça permet de savoir un peu à quel niveau se met notre produit. En fonction de ça, une fois qu'on a déterminé ça, on va pouvoir, dans ce même document, voir une liste de fonctionnalités de sécurité qu'il est recommandé d'appliquer. Ce n'est pas une norme, c'est une recommandation, mais qui sont recommandées d'appliquer. Et alors, si on regarde plus en détail, j'en ai pris une au hasard, pas tout à fait au hasard d'ailleurs, mais le syslog. Syslog, c'est l'outil, enfin, c'est un service qui permet d'aller centraliser la journalisation d'un système. Eh bien, on voit qu'en fonction du niveau de sécurité, on va nous demander, enfin, l'ANSSI recommande, soit d'isoler ce service, de cloisonner ce service avec un logiciel chroot, soit, si on est à un niveau de sécurité plus élevé, d'aller l'isoler, le sécuriser par une solution de conteneur. Donc on voit bien, et ça j'ai pris cet exemple-là, mais il y en a, tous sont faits comme ça. À chaque fois qu'on a une fonctionnalité, ici gestion des logs, ça se traduit par la mise en œuvre d'un ensemble de logiciels et des configurations entre eux pour que tout puisse fonctionner. Donc nous on a repris cette même approche pour un certain nombre de briques. Donc quelles sont ces briques? Déjà, tout ce qui va être phase de démarrage du système, la sécurisation du démarrage, les vérifications d'intégrité et tout ça. Bon, alors là, je ne vais pas trop m'étaler sur cette partie-là parce que cette phase-là est très, très dépendante du matériel et donc elle est spécifique à chaque projet. Bon, souvent, les processeurs viennent avec des solutions techniques de secure boot, de chiffrement de partitions, de chiffrement de zones de mémoire flash, etc. Donc, mais c'est spécifique à chaque processeur, donc on ne va pas trop en parler aujourd'hui. Une deuxième famille de briques, c'est tout ce qui est accès, le durcissement des accès au système. En fait, là, on change de paradigme par rapport au serveur et on va dire à la SI en général, c'est que sur un système embarqué, l'accès physique est quasi systématique. Autant un serveur, on peut imaginer qu'il va être enfermé dans une salle fermée à clé au fin fond d'un bâtiment. Autant votre produit embarqué, il peut se retrouver au pied d'un feu rouge dans un carrefour en pleine campagne, et donc n'importe qui peut avoir accès au physique. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Mais ou quand on parle d'un automate programmable, on peut aller chez Leroy Merlin acheter son automate et donc le démonter tranquillement chez soi. Donc forcément, l'accès physique est une difficulté peut-être plus grande encore que celle qu'on pourrait trouver sur des serveurs. Donc on va évidemment parler d'accès SSH ou d'accès, ça c'est qui permet de connecter un système avec des droits plus ou moins élevés pour parfois faire de l'administration, mais également le réseau de notre applicatif lorsque notre applicatif communique sur le réseau. De plus en plus souvent, par exemple, on a des accès sur des ports USB ou des bus de terrain. Donc voilà, on va parler de tous ces accès-là. L'ANSSI insiste à juste titre beaucoup sur la notion de défense en profondeur. Donc ça, les gens qui mouillent un peu leur chemise sur la cybersécurité ont parfois du mal à le faire comprendre, mais c'est vrai que on ne peut pas considérer que le fait de mettre une barrière en haut ou autour de l'entreprise va suffire. La cybersécurité va s'appliquer à tous les niveaux, jusque de l'entreprise où est mis en place notre produit jusqu'au cœur du noyau Linux qu'on va installer sur notre cible.
Donc ça couvre plein de choses, mais le durcissement de ce fameux noyau, l'isolation des logiciels, l'isolation des utilisateurs, les permissions de fichiers, etc. Ça va se faire à plein de niveaux. Et puis, une autre brique dont on pourrait parler, c'est tout ce qui est les mises à jour. Alors, les mises à jour, pourquoi? Soit évidemment pour apporter des nouvelles fonctionnalités, mais et ce qui change beaucoup pour l'industrie, aussi parce que des nouvelles failles sont apparues. Je dis que change beaucoup parce que ça change le paradigme industriel qui est de dire mon produit fonctionne, je ne touche à rien. Pendant 40 ans, on a fonctionné comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a des vulnérabilités qui sortent tous les jours, donc des veilles, donc éventuellement des correctifs. Donc, comment on fait pour déployer ensuite ces correctifs avec des mises à jour partielles, des mises à jour totales? Des briques, il y en a plein d'autres, hein, en particulier pas mal de briques qui sont liées au souci d'industrialisation des produits, c'est-à-dire comment faire que mon produit soit facile à industrialiser, à être flashé, à être mis à jour, les numéros de série, les vérifications en usine, les autotests, etc. Tout un tas de sujets que je ne vais pas aborder aujourd'hui, on va se concentrer sur la cybersécurité. Donc voilà, sur ces briques, on a essayé d'apporter des solutions qui seront non plus des solutions par des logiciels, mais plutôt par des fonctionnalités. Alors, là, l'exemple qu'on va vous donner, c'est sur une implémentation basée sur du Buildroot. On a un petit peu l'équivalent sur du Yocto, on essaie de maintenir les deux en permanence. L'idée, ça a été de développer une surcouche au logiciel Buildroot. Alors, pour les plus connaisseurs, on va parler d'external tree de Buildroot. En développant ce qu'ils appellent, eux, dans leur terminologie, des meta-packages, c'est-à-dire une entité qui va intégrer plusieurs logiciels, des configurations et des scripts de mise en œuvre qui vont permettre de relier ces logiciels entre eux. Donc, typiquement, des logiciels, vous allez vous intégrer un logiciel qui communique sur le réseau et un autre logiciel qui communique également. On va aller lister les ports nécessaires pour chacun des deux et générer ensuite automatiquement la configuration du firewall, qui serait donc un troisième logiciel. Il faut qu'il puisse s'adapter à la liste des logiciels qui ont été sélectionnés et qui communiquent. Donc, on va retrouver ces meta-packages, des scripts qui vont gérer plutôt les dépendances entre ces logiciels, qui vont installer les clés, les certificats pour ces différents logiciels. Éventuellement, pendant les phases de développement et de mise au point, il y a parfois des logiciels ou des configurations particulières qui doivent être appliquées, qui sont parfois vues comme des trous de sécurité, mais nécessaires pour les développeurs. Et puis enfin, la génération du binaire final qui doit être déployé et qui, si on veut le faire de façon sécurisée, doit être signé pour assurer l'authenticité et l'intégrité des logiciels qu'on déploie. Alors, quelques exemples concrets, parce que c'est... exemple concret, un accès SSH. Un accès qui permet donc à quelqu'un à qui on a donné des droits de se connecter à notre cible pour y faire des différentes opérations de maintenance, de mise à jour, de réglage, etc. Naturellement, le logiciel qui vient en tête, c'est OpenSSH. Il y en a d'autres, hein, mais Dropbear, par exemple, pour les systèmes embarqués qui est couramment utilisé. En réalité, ce logiciel serveur SSH, si on l'installe tout seul, on va avoir du mal à assurer un ensemble de respecter, par exemple, un certain nombre de recommandations de l'ANSSI. Donc nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est plutôt de parler non pas du logiciel SSH, mais plutôt de la fonctionnalité accès à distance. On va ajouter à OpenSSH un logiciel qui s'appelle SSH Guard, qui va s'occuper d'aller surveiller les logs et qui donc va pouvoir bannir, en reconfigurant le firewall, des pirates qui tenteraient de faire une attaque par force brute. Éventuellement, on va pouvoir aussi ajouter un logiciel qui permet de forcer l'utilisateur qui cherche à se connecter à être à côté du produit, donc par exemple en appuyant sur un bouton physique
pour éviter des attaques depuis le bout du monde. Il va falloir également gérer le fait que dans les systèmes embarqués, on a souvent un accès en lecture seule à au moins une bonne partie de la mémoire flash. Or, OpenSSH, en tout cas lors des premiers démarrages, a souvent besoin de se générer des clés, donc il va falloir gérer cette petite particularité. On va pouvoir également, dans cette même solution, cette même brique, intégrer les clés et les certificats que les développeurs ou les phases de flashage en usine vont avoir besoin pour déployer le produit. Et puis évidemment, en fonction de la configuration de tous ces logiciels, il va falloir à chaque fois aller reconfigurer le firewall en fonction des ports et des permissions qu'on veut donner à ce logiciel. Donc on voit bien, on part d'un logiciel, souvent accès SSH, à en fait une fonctionnalité qui regroupe tout un tas de logiciels. On a la même chose, par exemple, ce qui est assez courant pour des systèmes embarqués, c'est du partage de fichiers avec le monde Windows. Par exemple, on peut faire une caméra sur IP qui va de temps en temps prendre des photos et stocker ces photos dans une mémoire locale. Et on voudrait que des utilisateurs sous Windows puissent accéder à ces fichiers, ces photos qui ont été prises. Bon, le logiciel qui vient immédiatement en tête pour les connaisseurs, c'est évidemment Samba. Samba est un logiciel qui a montré dans l'histoire un certain nombre de failles et qui, en plus, lorsqu'il est présent sur un réseau Windows, a tendance à attirer les pirates, qu'ils soient en herbe ou plus expérimentés, avec un certain nombre de scripts tout faits qui existent et qui permettent d'aller attaquer ça. Donc l'idée, face à cette potentielle vulnérabilité, c'est d'essayer d'isoler ce partage de fichiers. Ça veut dire, ce que recommande l'ANSSI typiquement, c'est de l'isoler dans un conteneur. Docker est un exemple, et donc c'est ce que nous avons fait. Donc en fait, nous avons notre solution Buildroot qui va aller de façon récursive générer un mini Buildroot qui va créer une image Docker pour y embarquer le logiciel Samba. Ça veut dire derrière avoir un script de lancement de ce Docker, avoir un script qui va aller gérer la zone, la partition qui contiendra les fichiers partagés entre le système et le Docker. Ça veut dire aussi configurer le réseau pour que le réseau puisse être accessible depuis le Docker. Ça veut dire aussi générer le firewall, les règles de firewall qui conviennent. Donc encore une fois, un logiciel Samba versus un ensemble de logiciels, de fichiers, de scripts et de configurations qui apportent une fonctionnalité qui est partage de fichiers avec Windows. On a à peu près l'équivalent pour des serveurs web, mais il est assez courant aujourd'hui sur des produits Linux qui ont des accès réseau de fournir un serveur web, que ce soit pour faire du monitoring ou pour faire la configuration du produit. D'abord, on va choisir un logiciel, un serveur web qui est plus particulièrement prévu pour être durci au niveau cybersécurité. Le besoin, évidemment, souvent est différent d'un serveur web généraliste. Souvent, c'est une ou deux personnes qui se connectent simultanément pour faire 2-3 réglages. On n'est pas en train de parler d'une connexion de milliers de personnes sur le site de Coca-Cola. Donc voilà, on va choisir le logiciel Yawata qui est particulièrement bien utilisé en embarqué avec des règles de durcissement. Mais également, lui, on va l'embarquer dans un conteneur pour l'isoler un petit peu du système. Du coup, les règles un peu identiques d'isolation, de gestion de la partition des fichiers qui vont être présents et exposés sur le serveur web, la gestion des droits d'accès, et puis la configuration du firewall. Autre chose qu'on trouve assez souvent, malheureusement, dans nos systèmes industriels, c'est que nos systèmes, on peut développer un tout nouveau produit, tout moderne, tout beau, avec des tas de protocoles sécurisés. Et puis là-dessus, bam, on est obligé, pour des histoires de rétrocompatibilité, de continuer à utiliser des protocoles industriels un peu vieillissants et qui n'ont pas été pensés avec un souci de cybersécurité. Donc là, le Modbus TCP est énormément utilisé dans l'industrie, ou des XML RPC qu'on retrouve également. Bon, il y en a plein. Donc comment on va faire pour
faire vivre simultanément ce besoin de cybersécurité, ce besoin légitime de cybersécurité, et les exigences de vie de protocoles non sécurisés. Donc là encore, il y a plein de solutions qui nécessitent, on va dire, un moindre effort du côté de l'industriel qui va utiliser notre produit. Une des façons standards, ça va être d'encapsuler ce protocole dans des tunnels ou des VPN qui vont être chiffrés. Donc là, Linux, pareil, nous propose des outils, des boîtes à outils, ou plutôt plusieurs outils. Par exemple, OpenVPN, WireGuard, des tunnels SSH standards, S-tunnel. Donc en fait, nous, on a fait des benchmarks, on a essayé ces différents logiciels. Les résultats que nous avons obtenus ne peuvent pas être pris comme argent comptant parce qu'en fait, ils dépendent beaucoup de la plateforme hardware sur laquelle vous allez les exécuter. Donc, est-ce que le chiffrement est supporté par le hardware du microcontrôleur, enfin par le microcontrôleur, mais par le hardware ou par un secure element externe? Quel est le type de protocole qui doit circuler? Est-ce que TCP, UDP? Est-ce qu'on parle de débit? Nous, là, en l'occurrence, parce que les chiffres que je vous montre, c'est plutôt des histoires de latence. Sur des réseaux temps réel, la latence est importante et les couches de chiffrement ajoutent souvent une latence soit fixe, soit variable, ce qui est plus gênant pour des systèmes industriels. Donc voilà, nous, sur la plateforme que nous avions essayé, là c'était du XML RPC, c'était sur une plateforme ARM 7. On constatait par exemple que un tunnel OpenSSH était pas si bien que ça, puisqu'il avait une latence très variable, et ce qui était un peu embêtant. Et donc le OpenVPN ou le WireGuard semblaient être des solutions les plus viables. Donc on a mis en place tout un tas de benchmarks que nous maintenons. Et puis derrière, on a mis aussi, je ne vais pas me répéter, mais tout ce qu'il faut pour configurer, lancer, installer les certificats, les firewalls, etc. pour ces solutions. Voilà, cette approche par briques fonctionnelles, elle nous permet d'avancer et de proposer rapidement des solutions, de pouvoir tester rapidement des solutions, de pouvoir maintenir rapidement des solutions. Et qui dit tester, dit maintenir, avec des solutions qui bougent et des failles qui sont découvertes toutes les semaines, nous a poussé aussi à automatiser les tests de ces solutions. Donc nous travaillons beaucoup avec GitLab. Donc nous avons mis en place ce qu'on appelle une intégration continue avec des tests qui vont être déployés en continu. Dès qu'on met à jour nos solutions techniques, dès qu'on met à jour une version d'un logiciel, il y a tout un tas d'opérations qui vont se redérouler derrière, soit sur des cibles réelles. Bon, ça peut être des cartes Raspberry ou ça peut être des cartes plus professionnelles, mais aussi sur des simulateurs type QEMU. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va régénérer une distribution Linux, la redéployer, et sur cet outil déployé, enfin sur cette plateforme déployée, on va pouvoir utiliser un certain nombre de tests automatiques. Alors, à commencer par les logiciels standards de scan qui sont utilisés par tous les pirates, qu'ils soient en herbe ou expérimentés. Donc, Nmap pour scanner les ports ouverts, Nikto pour aller secouer un peu les sites web dans tous les sens, essayer de trouver des pages ouvertes standards, SSL Scan pour aller vérifier les bonnes configurations des chiffrements SSL, TLS, les certificats, les dates des certificats, etc., etc. Et puis un certain nombre d'outils qu'on a développés spécifiquement. L'idée aussi, c'est d'aller surveiller, de faire une veille active sur les vulnérabilités des logiciels qu'on a embarqués dans notre distribution. On maîtrise, c'est pour ça d'ailleurs qu'on développe avec Buildroot ou Yocto, c'est pour maîtriser la liste des logiciels qui sont embarqués dans notre produit. Donc là, on va avoir la liste des logiciels avec leur version et on va pouvoir très régulièrement aller comparer ça avec la liste des CVE, donc des Common Vulnerability and Exposure, la liste des failles qui sont connues et communiquées. Et on va aller comparer ça régulièrement pour essayer, lorsqu'une faille est découverte,
alors il y a de l'analyser d'abord, pour voir si elle nous concerne réellement. Est-ce qu'elle concerne l'architecture, par exemple? Est-ce qu'elle concerne les options de compilation qui ont été sélectionnées? Est-ce qu'elle concerne vraiment notre produit? Et puis ensuite, comment on pourrait ou la contourner ou la corriger. Ça peut être un patch, ça peut être une montée de version, ça peut être peut-être une désactivation du logiciel et de la fonctionnalité, dans le cas de pire. Enfin, toujours est-il qu'il faut être au courant, il faut pouvoir éventuellement prévenir un client qui aurait déployé cette solution dans la nature pour qu'il puisse réagir. Et donc, cette vérification, il faut la faire régulièrement. Alors, à quelle fréquence? Ça va dépendre un petit peu de la criticité de votre produit et de l'analyse des risques qui aura été faite. Mais d'aller faire une surveillance toutes les semaines, c'est pas complètement aberrant. D'où l'intérêt de l'automatiser quand même. Un petit focus sur un des logiciels qu'on peut utiliser, on va dire facilement. C'est le logiciel qui s'appelle Linis. Linis, c'est un logiciel qu'on va installer sur la cible. Donc, on parle bien d'un test en boîte grise, pas en boîte noire. On est obligé d'accéder et d'aller installer quelque chose sur la cible. C'est un logiciel qui va aller scanner tous les fichiers de configuration des logiciels qu'il va trouver sur la cible et puis faire une petite analyse pour donner des conseils de durcissement. Il va aller vérifier qu'on a bien désactivé l'accès route sur du XSH. Il va vérifier qu'on a bien bloqué sur un serveur web la remontée dans l'arborescence, etc., etc. Donc, on est bien d'accord, ça vérifie les fichiers de configuration, ça ne vérifie pas l'implémentation derrière. Mais enfin, c'est une belle approche. Et nous avons, nous, complété cet outil en interne par un certain nombre de règles de vérification des recommandations d'ANSSI, le document que nous avons vu tout à l'heure. Ça nous permet d'aller plus rapidement vérifier la conformité de nos développements aux recommandations d'ANSSI. Tout ne peut pas être fait automatiquement, mais tout ce qu'on peut automatiser, on essaye. Alors là, je vous ai parlé de tout ce qu'on a fait comme pour durcir, pour préparer les distributions Linux prêtes ensuite à être customisées pour nos clients, que ce soit au niveau hardware ou en termes de fonctionnalité. Donc pour durcir, j'insiste. Mais du coup, on a pris des compétences sur ces durcissements et donc on a fait aussi également l'opération inverse, c'est-à-dire, vous savez que Median System donne des formations, et en particulier en cybersécurité, des produits industriels. Et donc, on a développé une petite plateforme éducative. Enfin, plutôt, nous sommes en train de développer cette plateforme éducative. On a commencé, mais l'idée d'avoir un appareil, un device, qu'on pourrait, qui serve de support à l'apprentissage du hacking. Et donc, avec un certain nombre de failles volontairement introduites. Alors, il y a d'autres logiciels qui existent comme ça, des Hackzybox, des Metasploitable, etc. Mais nous, on voulait quelque chose qui soit vraiment orienté industrie, et donc avec des failles qu'on va plutôt trouver sur des produits industriels. Alors, il y a évidemment le firmware avec ses failles, mais également des sujets de TP et évidemment la solution de piratage pour exploiter ces failles, et jusqu'ensuite à des recommandations de comment on aurait pu faire pour éviter ces failles. Mais voilà, c'est dans un aspect uniquement pédagogique et qui ça nous sert pendant nos formations. Donc là, bon, voilà, l'idée c'est que ça soit un petit peu ludique. Donc en fait, on a une carte qui tourne entre un PC, enfin on a un petit système qui tourne avec une Raspberry Pi qui pilote un petit passage à niveau. Là, il y a une petite barrière, un petit feu rouge, une petite sonnette et un bouton poussoir. Et l'idée, ça va être de tenter, non pas de faire une capture the flag comme on voit généralement sur des outils d'entraînement au hacking, mais plutôt d'aller faire bouger la barrière ou d'aller changer les feux. Donc sur des accès TCP, les accès physiques, port série, les cartes SD, des accès SSH qui sont peu sécurisés, des serveurs web qui ont des failles, les failles standards qu'on retrouve un peu partout, des partages de fichiers non sécurisés. Voilà. Alors, toutes ces failles qui sont volontairement introduites dans d'autres produits, c'est celles qu'on voit régulièrement dans des produits réels industriels. C'est vraiment l'idée, c'est que cette plateforme soit orientée faille industrielle. Voilà, donc ça c'était on va dire l'opposé du durcissement, mais dans un souci pédagogique.
Voilà, donc en fait, tous nos développements, toutes les questions, tous les développements qui ont été faits là, quel était leur but? Le but, c'était avant tout, pour Médiane, au début, de monter en compétences, de se former, de maintenir les niveaux de compétences, soit les nôtres, soit ceux de nos clients. C'était de connaître et de rester sur l'état de l'art, ce qui fait que cette distribution Linux sécurisée, on la maintient en permanence. On y passe un peu de temps toutes les semaines, tous les mois pour maintenir à jour, reprendre les dernières versions, retester, essayer des nouvelles solutions. Et je dirais que le mot qui revient le plus, ça va être d'essayer justement des solutions. Il n'y a pas de… Ça se saurait s'il y avait des solutions magiques pour résoudre tous les problèmes cyber. Mais en fait, ça va être d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça apporte, quels sont les… comme durcissement, mais qu'est-ce que ça va apporter comme contrainte pour l'utilisateur. Comment on va pouvoir tester, valider ces solutions. Donc voilà, essayer et effectuer une veille sur tous ces problèmes de cybersécurité. Voilà, moi j'arrive au bout de ce que je voulais vous montrer. Peut-être Guillaume, tu veux ajouter quelque chose? Oui, oui, oui. Ah, mon micro me refonctionne bien, oui, c'est bon. Donc ouais, avant de passer à la partie questions qui va arriver juste après, je souhaitais déjà vous remercier pour votre participation. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur comment nous pouvons vous accompagner sur les différentes problématiques que vous pouvez avoir liées à la sécurisation d'un système embarqué, et typiquement d'un noyau Linux comme Baptiste vous l'a bien expliqué juste avant, vous pouvez prendre contact avec nous avec les coordonnées qui s'affichent à l'écran ou alors sur les réseaux via LinkedIn. Et on se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous et voir quelle est la solution qui convient le mieux à votre situation. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois. Et je te passe la main, Christian, pour la partie questions. Oui, eh ben merci à vous. Hein, c'était très clair sur cette approche, en particulier sur l'approche industrielle et l'approche open source. C'était très intéressant. On a un certain nombre de questions. Je vais les reprendre dans l'ordre. Et puis, j'en ai aussi quelques-unes, moi, que j'avais préparées. Et je vais vous les poser maintenant. En fait, ce que je me dis en écoutant en vos exemples et en connaissant un petit peu mieux maintenant Median System, je me dis finalement sur toutes les solutions que vous avez développées, soit pour vos clients, soit que vous avez en quelque sorte créées pour les utiliser chez vos clients, est-ce qu'il n'y a jamais finalement cette volonté de faire un peu des spin-offs et puis de créer des structures qui vont diffuser, de créer vos propres startups avec des solutions qui, pour le coup, sont, j'allais dire, intéressantes, nécessaires et éprouvées? Des spin-offs. C'est une bonne question. À ce niveau-là, ouais, c'est quelque chose qui avait déjà été peut-être évoqué. Des gens ont peut-être déjà eu l'idée. C'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être pertinent. Après, Median n'a pas vocation à avoir de produits sur étagère justement à vendre parce qu'on est sur un mindset complètement différent au niveau de la stratégie de l'entreprise et par rapport à l'origine, ce qu'avaient voulu les fondateurs, c'est-à-dire être là pour accompagner nos clients, mais pas à la place de nos clients. Voilà. Donc, le but, c'est de pouvoir les aider, les accompagner et développer des solutions qui justement répondent à leurs besoins et qui leur sont après propres. Ah ouais, c'était une réponse très claire, merci. Et puis j'avais une autre question aussi, en particulier sur la cybersécurité, sur l'approche ANSSI et toutes les dynamiques qu'il y a autour de la cybersécurité et des organismes de tutelle. Je voulais savoir, vous, quel était votre positionnement par rapport aux cabinets de conseil qui sont quelquefois très actifs aussi dans la cybersécurité et qui donnent toute une série de recommandations, qui sont y compris dans l'industrie où il y a beaucoup de cabinets, des cabinets comme Webstone ou d'autres qui ont beaucoup de gens qui sont très très présents dans les grandes entreprises. Et vous, finalement, votre positionnement par rapport à ces cabinets? Je dirais que nos interventions sont quand même plutôt sur les produits. Donc, on est vraiment bas niveau. Les cabinets souvent interviennent plutôt sur l'architecture globale de la cybersécurité au niveau de l'architecture globale.
il faut quand même reconnaître que dans l'industrie, la cybersécurité, quoi qu'on en dise, c'est quand même assez balbutiant. On part de loin. Le monde du web, le monde du SI a quand même une certaine expérience. Aujourd'hui, on est quand même, balbutiant, je suis gentil, nous sommes au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge de la cybersécurité dans l'industrie, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, les cabinets vont s'occuper souvent de la partie architecture globale. Notre approche, nous, elle va être vraiment plutôt technique, ce qui n'empêche pas de devoir faire toute cette analyse dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais je pense qu'on n'est pas tout à fait au même niveau. Voilà, on ne va pas se placer sur les mêmes points. Après, nous, on a une approche technique parce que c'est celle que nous demandent nos clients, parce qu'on a aussi une expérience sur le temps réel, on a aussi une expérience sur le critique, et qu'il va falloir toujours jongler entre des recommandations cyber qui est de rajouter de plus en plus de couches, d'avoir des surveillances en tâche de fond, des remontées de logs dans tous les sens, et la réalité technique qui est qu'un produit embarqué, un écosystème, vit dans un écosystème complètement différent de celui d'une USI. C'est bien beau de faire remonter des alarmes, mais on a des produits qui sont complètement déconnectés et donc personne ne va regarder ces alarmes. On va avoir des contraintes de temps réel qui fait qu'un certain nombre de logiciels de surveillance ne sont pas applicables, ne peuvent pas être mis en place sur nos produits. Donc il va falloir imaginer autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on peut baisser la cybersécurité, mais ça veut dire qu'il va falloir imaginer d'autres solutions et qui sont souvent à inventer de toutes pièces parce qu'on part de loin. Oui, merci. Effectivement, on comprend mieux le positionnement. Effectivement, sur l'industrie où vous êtes vraiment, pour le coup, j'allais dire, les mains dans le cambouis, où la dynamique de conseil qui peut arriver par les directions des SI ou les directions RSSI des sites industriels reste quand même, comme tu disais, Baptiste, un petit peu, pas superficielle, mais disons très high level, hein, en un terme anglo-saxon. Et là, on voit bien votre positionnement, justement, très au contact de l'approche opérationnelle. Tout à fait. Alors, une question qui vient d'un de nos membres. Votre offre de test qui a été présentée s'adresse-t-elle uniquement à vos clients ou peut-elle intéresser des entreprises innovantes qui souhaiteraient réassurer technologiquement leurs produits et leurs services? Ça intéresse nos membres, ça. Alors, nous fournissons des prestations d'audit. Certes, il y a des prestations de développement. Tout ce dont je vous ai parlé, c'est plutôt pour nos développements internes et pour nos clients. Mais le savoir-faire acquis nous permet de proposer de faire des audits également. Donc, nous réalisons des audits pour des systèmes industriels. Donc, des industriels qui nous contactent, on se déplace, on vient dans leurs locaux et pendant… Il faut étudier, hein, mais généralement, entre 5 et 10 jours, il faut pour étudier un système, faire un audit complet, proposer des solutions. Parfois accompagner ensuite les industriels pour durcir leurs produits. C'est quelque chose que nous faisons assez couramment. Ouais, très bien. Oui, je pense particulièrement, ça me fait penser, cette question me fait penser à certains de nos membres qui ont développé des concepts de cybersécurité pour l'industrie et qui ont fait des prototypages et qui finalement pourraient se dire, effectivement, peut-être que je vais m'adresser, je peux continuer à découvrir par moi-même et faire évoluer mes solutions, mais peut-être que je peux m'adresser à Median System pour que finalement, il puisse me donner cette caution, totale technologique de certification et par cette prestation, faire en sorte que ma solution, pour le coup, soit optimale, quoi. Souvent, on rencontre des clients qui ont mis en place une solution à base de Linux en partant d'un starter kit, d'une SBC, le Single Board Computer. Là. Donc, en prenant la solution proposée par le vendeur de la carte électronique, et puis qui ont un petit peu customisé, mais souvent se focalisant sur l'aspect applicatif, et c'est normal, c'est leur métier. Et ils se retrouvent avec un produit quasi fonctionnel. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui leur dit mais avez-vous pensé à l'aspect cybersécurité? Et donc là, c'est dommage parce que l'idéal, c'est quand même d'intervenir dès le départ du projet en termes d'architecture, mais qui se retrouvent ensuite avec cette problématique et qui font appel à nous pour venir durcir un produit existant ou en cours de développement. Eux vont s'occuper certainement de la partie applicative,
métier, et puis on va venir apporter une expertise de cybersécurité sur leurs produits. Très clair, très bien. Alors, autre question. Quid de l'aspect temps réel qui a été évoqué au début? Comment assurez-vous, dans le contexte présenté, le temps entre l'activation d'un processus, entre parenthèses une tâche, et son début d'exécution, entre parenthèses latence, nettoyage du noyau, préempt RT, etc. Comment estimez-vous le pire temps d'exécution d'un processus? Question de Yves. Alors, question difficile, effectivement, c'est un vrai problème pour Linux. Linux, à la base, n'a pas vraiment été conçu pour faire du temps réel dur. Alors après, la définition de temps réel dur, temps réel mou, très variable. Alors oui, on peut l'améliorer avec les tâches, les patchs préempt RT qu'on utilise, on va dire, quasi systématiquement dans les produits que nous développons. Est-ce qu'on peut garantir un temps de latence avec Linux? Non. Non, mais la réponse est claire, c'est non. On peut faire des mesures, on peut faire des mesures longues, on peut faire des tests de stress. Si on veut garantir à 100% le temps de réaction d'un noyau Linux, c'est impossible. Il n'a pas été conçu pour ça. Maintenant, on arrive à des temps constatés inférieurs à la milliseconde sur des systèmes. Alors, je dis des valeurs de millisecondes, mais c'est très très variable en fonction du hardware que vous avez choisi, bien évidemment. On arrive à des solutions correctes, mais si on a des contraintes très dures, il va falloir regarder vers les architectures mixtes. Aujourd'hui, on a des processeurs qui permettent, il y a beaucoup de processeurs avec des solutions asymétriques, des cœurs asymétriques, un cœur qui va faire tourner un Linux et un deuxième cœur qui va faire tourner des tâches temps réel sans OS ou avec un OS très light prévu pour ça. Ce qui n'est pas simple non plus, parce que ça va rajouter d'autres interfaces, d'autres problématiques. Et du coup, comment trouver les synchronisations entre le monde, on va dire, dit temps réel critique, et puis l'autre monde? On va rajouter encore des difficultés. Mais ça fait partie de notre expertise. Mais sur l'aspect purement temps réel, oui, c'est sûr que Linux de base permet de faire beaucoup de choses, mais ne peut pas pouvoir donner une garantie à 100%. Et d'autre part, les solutions cyber qu'on vient mettre en place, ça rajoute souvent une couche supplémentaire. J'ai évoqué un tout petit peu les mesures que nous avons faites sur le chiffrement avec de protocoles non sécurisés. Ça rajoute un temps de latence, c'est évident. Le chiffrement va rajouter un temps de latence. Et du coup, l'impact du hardware sur ce chiffrement est important. Donc, plus on intervient tôt dans un projet, en particulier pour le choix du hardware, plus on va pouvoir conseiller un processeur ou un autre qui va supporter tel protocole, tel algorithme de chiffrement de façon hardware ou un autre. J'avais évoqué aussi pour le SSH Guard, qui est un des logiciels qui permet d'aller surveiller les accès SSH. Il en existe un autre qui est beaucoup plus connu, c'est Fail2Ban. Fail2Ban, par exemple, nous, on l'a rejeté sur beaucoup de nos plateformes embarquées parce que c'est un logiciel qui tourne en Python, qui du coup nécessite d'avoir Python dans la cible embarquée, et donc une empreinte mémoire plus élevée, un temps de réaction beaucoup plus lent. Voilà, et donc pour des problématiques de temps réel et d'embarqué, on fait des choix dans les logiciels. Le logiciel web Yawata qu'on a choisi, il apporte un certain nombre de performances en termes de cybersécurité. Il a été développé avec cette approche-là, mais il est également aussi beaucoup plus léger et donc beaucoup plus adapté à un système embarqué. Et il va éviter de lancer des centaines de threads dans le système qui auraient tendance à aller ralentir les process, on va dire, applicatifs avec des contraintes fortes. Donc, pas de garantie à 100% sur un système purement Linux. Et si contrainte très forte, du coup, il faudra viser des approches mixtes. Et ce qu'on comprend bien, c'est qu'effectivement, le côté cybersécurité by design est très important, et c'est là où vous êtes judicieux aussi pour apporter justement cette dimension avec des paramètres, comme tu venais de l'expliquer, de choix technologiques qui vont impacter soit
soit la gestion du temps, soit la capacité des systèmes à gérer les technologies, quoi. Très bien. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous les participants. Merci aux équipes, à tout le monde, à toute l'équipe Médiane pour votre intervention. Félicitations encore pour votre label champion. On arrive au terme de cette semaine des champions. Vous avez la possibilité tous de revoir en fait la totalité des webinaires qui seront disponibles sur notre site. Et je vous invite à le faire pour les webinaires que vous n'avez pas suivis. Et voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés, qui sont membres ou qui souhaitent devenir membres, dites-vous bien que comme depuis 2011, on a des labels champions, eh bien, on aura aussi des labels champions en 2023 et que vous pouvez déjà connaître une partie du jury puisque seront sollicités tous les champions de 2022 à participer au jury. Et donc, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter, à mettre en avant vos solutions, vos entreprises pour qu'elles puissent devenir également labellisées et champions 2023. Il est temps de nous quitter. Merci à tous. Excellente journée. À très bientôt. Et n'hésitez pas à suivre notre actualité, l'actualité du pôle sur notre site et l'actualité de Médiane System aussi sur son site et sur le site de son groupe de tutelle. À très bientôt et puis bonne journée à vous tous. Au revoir.